Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision. Grand Lac, brouille diplomatique entre Kigali et Kinshasa, que peuvent les institutions sous-régionales? Nous nous interrogeons. Grand Lac, brouille diplomatique entre Kigali et Kinshasa, que peuvent les institutions sous-régionales? La sempiternelle brouille entre la République démocratique du Congo et son voisin le Rwanda depuis des décennies semblait se dissiper lorsque Félix Tshisekedi accède à la présidence de la République démocratique du Congo en 2019. Félix Tshisekedi a depuis son arrivée à la tête de la RDC opté pour la coopération allant dans le sens de privilégier la paix avec les pays de la région, particulièrement le Rwanda, avec lequel les relations n'ont jamais été au beau fixe. Cette volonté ferme exprimée par Tshisekedi de promouvoir la paix et la coopération entre les nations s'illustre notamment par sa maxime: au lieu de construire des murs entre nous, il vaut mieux construire des ponts. Dans ce sens, Félix Tshisekedi avait signé en juin 2021 des deals avec son homologue rwandais Paul Kagame. Mais seulement sur le continent africain, nous le savons tous, et d'ailleurs c'est un secret de polichinelle, Félix Tshisekedi appartient justement aux grands, on va le dire ainsi, entre guillemets. Et quand on parle des grands, justement, celui-là est un larbin de l'Occident, comme on va également le dire, Paul Kagame l'est aussi. Mais revenons à l'actualité. Le 26 juin 2021, la République démocratique du Congo et le Rwanda avaient signé 3 accords commerciaux bilatéraux dont l'un portait sur l'exploitation de l'or en vue d'en assurer la traçabilité après 2 jours de tête-à-tête entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Concrètement, ces deals portaient sur la protection et la promotion des investissements sur une convention permettant d'éviter la double imposition de l'évasion fiscale, mais aussi, sinon surtout, sur un accord conclu entre la société congolaise Sakima, société des minéraux du Kivu et du Maniema, et une société rwandaise de droit privé connue sous le nom de Diter SA. Derrière ces entreprises, qui est-ce qui se cache? Dans ce cadre, la présidence congolaise, par communiqué de presse, avait annoncé que Sakima SA, société aurifère du Kivu et du Maniema, et l'entreprise rwandaise Diter Limited ont signé un protocole d'accord de coopération afin de priver les groupes armés des revenus issus de l'exploitation illicite de l'or, du cobalt et bien d'autres richesses encore. Mais sur le terrain, c'est une autre affaire. Le M23 a fait sa loi avec l'appui des Occidentaux qui financent, entretiennent et arment les groupes rebelles pour qu'il n'y ait jamais de paix en République démocratique du Congo. Pour ceux qui en doutent encore, l'Occident ne vit pas pour la paix et n'aime pas la paix. Les pays africains qui se croient le chignon, qui se crêpent en tout cas le chignon, eh bien, c'est bon pour le business, comme eux-mêmes le disent très souvent. Pendant ce temps, eh bien, le Rwanda est la terre où se vend le cobalt et bien sûr, c'est le marché noir. Voilà pourquoi nous parlons justement des Grands Lacs et de cette brouille diplomatique entre Kigali et Kinshasa. Que peuvent les institutions sous-régionales? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene. Il est sociologue. Il est avec nous ce matin. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour à tous les milliards de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir que d'être là. Très heureux de vous avoir encore ce matin, Jonathan Batengene. Il y a toujours une brouille entre Kinshasa et Kigali, pourtant 2 pays frères. Un est une mastodonte et l'autre juste un petit bout. On ne comprend pas justement. Et justement, on ne va pas dire que la comparaison des pays tient à la taille, parce que on a la Ligue arabe tout autour d'Israël et on a Israël qui et qui leur donne du fil à retordre. Allez savoir. Et qui leur donne du fil à retordre. Donc, s'il faut revenir de manière un peu plus sérieuse à notre sujet, c'est une question qui date depuis les indépendances, mais bien avant. Il faut noter que l'essentiel de la fortune de la Belgique, parce que beaucoup de Congolais, nous aimons toujours commencer par là. Oui. Quand un Congolais, il paraît qu'en discutant avec quelques Congolais, ils nous ont expliqué quel est le rêve congolais, comme on dit American Dream, donc Congolese Dream. C'est de mettre ses pieds, pour beaucoup, hein, c'est de mettre ses pieds à Bruxelles. Quand il est arrivé à Bruxelles et qu'il a discuté avec les gens, il appelle au pays pour dire « j'étais à Bruxelles ».
Donc il a réalisé le rêve congolais. C'est ça le rêve congolais? C'est ce que beaucoup nous ont expliqué. C'est quand même aberrant de voir que des gens aussi riches, des Africains aussi riches, réduisent leur existence à si peu. Quoique l'existence est parfois ce genre d'euphémisme qui semble très important. Et l'histoire nous rappelle quand même que le Congo, quand Léopold Ier prend le pouvoir au début du 19e siècle, il a que dalle, 0 francs. Il vient de Saxe-Cobourg, 0 francs, 0, ni rien. Rien du tout, ne vous inquiétez pas, tout le monde. Et il arrive, il n'a d'ailleurs pas même les moyens de mener une expédition coloniale. Donc pendant cette période, c'est la France, l'Angleterre, la Hollande qui font la pluie et le beau temps. Et lui, il est dans un très pauvre royaume qui lui a été octroyé par ses cousins. Parce que c'est quand même les Saxe-Cobourg, c'est eux qu'on retrouve en Angleterre, c'est eux qu'on retrouve en Autriche, la grande majorité. C'était même d'ailleurs la cour la plus impressionnante des Saxe-Cobourg. Elle était réputée être la notabilité même des Saxe-Cobourg. Et lui, à qui on a octroyé un petit royaume, il s'est dit, bon, je vais faire quelque chose. Mais il va décéder, c'est son fils Léopold II qui va prendre le pouvoir. Léopold II, donc, à la fin du 19e siècle, se rend compte que la fortune des Britanniques, des Anglais, des Espagnols, des Français se fait dans les colonies. Oui. Il va donc décider d'entrer dans le travail colonial et il va demander aux Britanniques de l'aider parce que c'est les cousins. Et la couronne britannique, c'est les cousins. Le roi George en Angleterre, c'était un cousin éloigné de Léopold II. Donc, il va avoir le soutien de la Société géographique britannique qui, en 1895, va réaliser pour le compte, 1893 va réaliser, jusqu'en 1895, va réaliser pour le compte de la couronne belge l'inventaire des ressources en Afrique centrale, dans une partie de l'Afrique centrale. Et vous vous souvenez d'ailleurs, c'est pourquoi celui qui va explorer le territoire du Congo pour le compte de la couronne belge, ça sera un Britannique, le fameux Livingstone, oui, qui va croiser Savognan de Brazza. Et tous se retrouvent dans l'Empire Congo, dans le grand Empire Congo, et ils vont fixer les limites des territoires qu'ils chacun va occuper. Donc c'est pourquoi vous avez d'une part le Congo-Brazzaville et d'autre part le Kinshasa. Oui. Donc Léopold qui avait envoyé Livingstone avec toute la société géographique va réaliser un inventaire du Congo. On va se rendre compte que c'est un pays hautement riche, qui a beaucoup de potentiel, parce qu'ils sondaient même les terres, hein. Ils savaient déjà sonder les matières premières, ils savaient quand est-ce qu'il y a ces matières premières et ils avaient fait un inventaire. Donc, ils se retrouvent donc avec un territoire très riche sur lequel il va lancer très vite des plantations de caoutchouc. Oui, les VA. Pour avoir les VA. Et il va exporter les VA sur l'Europe. Et c'est le début de la voiture. Il y a aussi beaucoup, les armées qui consomment beaucoup de caoutchouc. Donc, l'Europe, il y a les vélos, cette industrie est florissante en Europe. Et c'est comme ça que le port d'Anvers, qui est un tout petit port de débarcation en Europe, va devenir un grand port au niveau commercial. Si bien qu'en 1910, il devient le 3e port mondial en matière d'activité commerciale. Et quand vous regardez tout ça, c'est le Congo qui a fait la Belgique. De la Belgique. Il faut noter que Bruxelles, au 19e siècle, était une ville très rurale. Très rurale. Alors là, c'était vraiment, on peut dire, le champ. D'ailleurs, les Britanniques et les auteurs britanniques, les auteurs français, ceux qu'on appelait les poètes, ces poètes de Languedoc, là, ils avaient un nom pour les qualifier, les troubadours. Voilà. Les troubadours, quand ils réalisaient leurs vers, c'était des vers sur certaines parties de la Belgique.
C'est un peu comme on peut vous dire les ghettos. Aujourd'hui, les slameurs de ghettos, quand quelqu'un fait du slam dans les ghettos, il a un public qui est ciblé. Donc, vous voyez à quel point la Belgique, c'était presque rien pour les Européens. C'était rigide, en fait, pour les humains. Oui, on faisait un petit truc là. Et puis, certains, pour trouver refuge, quand ils étaient pourchassés comme Victor Hugo, ils sont allés se cacher là-bas. Donc, c'était un peu une terre qui n'était pas misérable, qui n'a pas écrit. Voilà. Donc, c'était pas une terre, c'était pas fameux, c'était vraiment rural. Mais à partir de 1910, Bruxelles a commencé à être une des capitales les plus impressionnantes d'Europe. On a pavé, il y a eu des grands projets d'urbanisme dû à l'argent qu'ils ont exploité au Congo. Donc, quand un Congolais dit qu'il veut voir Bruxelles, en fait, il dit c'est une aberration. C'est le Congo qui a fabriqué Bruxelles. Et ce n'est pas le Congo dans l'exploitation de son plein potentiel. C'est le Congo dans l'exploitation minimale de ses ressources. On peut dire que c'était à la lisière des ressources dont le Congo bénéficie. Il faut dire qu'en passant, Léopold II a fait tuer plus de 5 millions de Congolais. On parle de près de 10 millions de Congolais qui ont été massacrés. Un génocide qui a été occulté. Il a réalisé donc l'essentiel de la fortune belge, qui aujourd'hui est estimée dans les... N'oublie pas les oreilles coupées, les bras coupés. Les oreilles coupées, bras coupés, des sévices inhumains. Inhumains. C'est une barbarie à ciel ouvert qui s'est produite au Congo. Et cette boucherie avec celui qui est le génocidaire roi des Belges, Léopold II, est aujourd'hui une histoire muette. On ne parle pas de ça, on parle simplement, et nous n'allons pas comparer, on parle beaucoup plus de la Shoah. Or, il y a un véritable génocide congolais. Donc, les Congolais, après cet inventaire, il y a eu des liens. Les Congolais, les Belges ont voulu s'émanciper de la tutelle, pas de la tutelle, mais s'émanciper de l'autorité britannique en s'alliant également aux Français. Donc ça a créé encore, ça a complexifié un peu les relations sur le Congo. Dans les années 30, les Belges se sont rendus compte qu'il y a l'est du Congo qui est très riche en matières premières. Et puisque les Belges, après la Deuxième Guerre mondiale, ont vu les territoires allemands sectionnés, c'est-à-dire le territoire, c'était l'Urundi, c'est-à-dire le territoire qui actuellement s'appelle Burundi et Rwanda, c'était une domination allemande. Donc quand a été sectionné, les Belges sont allés chercher les populations rwandaises qu'ils ont ramenées sur le territoire de l'Est du Congo, sur certaines parties du territoire de l'Est du Congo, pour pratiquer l'agriculture, parce que les Tutsis sont d'abord des agriculteurs. C'est une caste, ce n'est pas une ethnie, c'est une caste sociale. C'est des agriculteurs. Donc, ils sont venus pratiquer. Et les Hutus, c'est les éleveurs. Donc, Tutsis sont venus, ils ont pratiqué l'agriculture sur le territoire. Ils se sont sédimentés, ils se sont sédentarisés dans la zone et ils ont commencé à créer une certaine volonté d'occupation réelle ou bien d'appropriation du territoire. En 1960, avec cet élément, les Belges vont l'utiliser de manière géopolitique pour la première fois parce que ces populations qui sont venues d'ailleurs, on va les utiliser pour faire dissidence avec le pouvoir central parce que les élections de 1960 donnent pour vainqueur le MNC du leader Patrice Emery Lumumba. Et Lumumba aurait dû être le président, d'ailleurs pour nous, nous l'appelons toujours le premier président du Congo, Patrice Emery Lumumba, parce que c'était une entourloupe qui a été réalisée pour avoir Kasavubu au pouvoir, mais le vrai président c'était Lumumba. Donc pour ne pas avoir un Lumumba nationaliste que la CIA redoutait, parce que le patron de la CIA avait déjà dit au président Eisenhower que tout peut se réaliser sauf le fait que la République démocratique du Congo ait une véritable indépendance sur son territoire. Il faudra tout faire pour empêcher cela. Et la CIA a manœuvré avec le haut représentant de Belgique, qui était son agent de liaison, pour que Lumumba soit tué en 1961. C'est comme ça qu'ils vont tuer Patrice Emery Lumumba et ils vont créer des poches de désordre, qui sont des poches de rébellion dans le Katanga
et dans le Katanga, dans le Kasaï et dans la zone de Goma, donc dans le nord et le sud Kivu. Ils vont créer cette zone-là qui sera une zone d'ingouvernementabilité. Et cette zone-là va rester pendant longtemps dans cette posture. Il y aura toujours des rébellions là-bas, des velléités sécessionnistes. Et après, les États-Unis vont vraiment envisager la sécession parce qu'ils l'utilisaient d'abord comme un élément géopolitique, une menace sur le pouvoir central du Congolais. Ils vont véritablement maturer le projet parce qu'avec le temps, les populations rwandophones qui se sont sédentarisées vont commencer à manifester une volonté d'appropriation de la terre et on se rend compte avec la première guerre du Congo lorsqu'il faut faire partie de Joseph Désiré Kabila, on fait signer un accord avec Kabila au niveau du Rwanda, suivant lequel il va prendre les troupes d'élite Tutsi avec lesquelles il va prendre le pouvoir et à la fin, il devra donner une partie de son territoire au Rwanda et l'autre partie de son territoire à l'Ouganda. Donc on lui fait signer une telle clause pour pour engager la partition du Congo. Sauf que quand il va prendre le pouvoir, Laurent Désiré refuse de se plier à cette exigence. La deuxième guerre du Congo éclate, elle se termine. Toujours sous fond de ces tensions-là, les Jean-Pierre Bemba, qui étaient les fils de Mobutu, vont vouloir revenir aux affaires par la rébellion aussi, ça ne va pas marcher. C'est son fils, Joseph Désiré, qui va prendre le taureau par les cornes. Il va dénoncer cet accord, il va proposer plutôt quelque chose de nouveau, il va proposer que les troupes rwandaises soient intégrées dans l'armée congolaise et par la partition. Et en 2009, ils parviennent à un accord. Ils parviennent à un accord avec ces forces d'élite rwandaises. Il faut que ces dernières intègrent l'armée au lieu qu'elles aient leur territoire autonome. Sauf que le Rwanda vit de 60 à 70% de la contrebande des richesses du Congo, notamment la contrebande de minerais comme le coltan, les pierres précieuses et l'or. L'Ouganda également vit de la contrebande de ces éléments-là. Il faut noter que la sous-région Afrique de l'Est est infestée de réseaux d'exfiltration des minerais congolais via la contrebande. Ce trafic va jusqu'en Tanzanie, ce trafic remonte jusqu'au Kenya. Il y a des entreprises au Kenya qui exportent de l'or, mais cet or vient du Congo. Donc, il y a beaucoup de réseaux parallèles. Jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, beaucoup d'experts pensent que les États-Unis, en prime, veulent justement la partition du Congo, parce que jusqu'à preuve de contraire, on va le dire comme ça, l'autorité centrale ne contrôle pas entièrement et totalement ce territoire. Oui, le jeu des États-Unis est important et est hautement pointé du doigt dans la zone, parce que les États-Unis contrôlent le pouvoir de Kagame et l'accord dont nous parlons, c'est un accord, on a oublié juste la date, parce que c'est un accord qui est officieux. On a pu obtenir ces informations d'anciens combattants de la rébellion de Laurent Désiré Kabila. C'est eux qui nous ont partagé l'information. Et l'accord était garanti par les agents de la CIA. Donc c'est un accord qui a été réalisé avec la CIA. Il faut noter que Mobutu était un agent de la CIA. Kagame est un agent de la CIA. Tshisekedi, qui vient d'arriver également, lui-même est un agent de la CIA. Donc voilà des acteurs qui de plus en plus travaillent dans la déstabilisation de la RDC, mais au compte des États-Unis. Maintenant, quel est le projet qui est ourdi? La sécession du Congo par la partition au bénéfice du Rwanda et de l'Ouganda, ce n'est plus envisagé. Désormais, ce qu'ils veulent faire, c'est de créer des micro-États dans cette zone. On parle de 2 ou 3 micro-États. Parce qu'au niveau du Katanga, l'idée de faire sécession n'a pas totalement disparu. Vous avez vu Moïse Katumbi, Moïse Katumbi, c'est quand même un opposant qui nous fait un peu rire dans la sphère congolaise. Il y a eu une attaque il y a de cela 2 mois, il y a de cela 3 mois. Lorsque l'attaque a eu lieu, les forces armées congolaises ont riposté de manière véhémente et opportune. Ils ont tué 3 rebelles. Et Moïse Katumbi, étrangement, était le premier à s'offusquer de la mort des rebelles. Oui, il dit dans son communiqué que c'est des risques d'aggravation, d'escalade de la situation dans le Katanga. Vous voyez que
C'est quand même un peu surprenant de la part d'un opposant. Que peuvent finalement les institutions régionales pour ne pas partitionner finalement le Congo? Je rappelle d'ailleurs que rien que la République démocratique du Congo, c'est 2 345 409 km². Les institutions régionales, malheureusement, sont... toujours à la solde de l'Occident? Oui, oui. Quand vous regardez en 2013 les accords de Nairobi, ça a eu lieu dans quelles conditions? En fait, Kabila se rapproche des Chinois et des Russes pour réaliser son offensive salvatrice qui va libérer le Goma, le Rutshuru et Bunagana. C'est à la suite de cette offensive que les rebelles du M23, pris à la gorge, se sentent obligés d'aller négocier. Il faut noter que le M23 aujourd'hui s'est prouvé. M23 n'est pas une rébellion. M23 c'est une unité d'élite de l'armée rwandaise. Donc cette unité d'élite qui a été prise à la gorge par les forces armées de la République démocratique du Congo est allée au forceps, aux négociations à Nairobi. Et à Nairobi, les accords prévoyaient qu'ils abandonnent la lutte armée, qu'ils se reconvertissent dans la vie civile et politique et qu'ils soient intégrés pour ceux qui ont encore l'âge dans l'armée régulière. Donc voilà les clauses qui avaient été signées. Cependant, l'arrivée de Tshisekedi, un agent de la CIA, il a cru, et nous pensons que ça doit être de la naïveté politique parce qu'on lui a fait... C'est la naïveté ou bien il est au courant de tout ce qui se passe? Non, il y a de la naïveté politique et de l'opportunisme. Vous savez, un individu qui n'est pas préparé pour le pouvoir, généralement, il se fait prendre à des petites déclarations comme ça. On lui a fait comprendre qu'il suffisait d'un accord avec le Rwanda où l'or allait être exploité au Rwanda, allait être transformé au Rwanda et une grosse partie des ressources allait être partagée entre les deux pays. Pour qu'il croie qu'il allait résoudre le problème de M23 comme ça. Il n'y a pas que l'or, il y a le coltan, il y a les diamants, il y a les pierres précieuses. Cobalt et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Comment est-ce qu'il envisageait que le Rwanda allait se contenter? On parle de 70% des revenus de l'État du Rwanda sont réalisés dans la contrebande de ces matières premières. Alors, comment lui pense que le Rwanda allait se contenter juste de l'or? C'était un peu naïf de sa part parce qu'il ne comprenait même pas la profondeur du dossier. Et vous savez que l'Occident a toujours misé sur des individus de la sorte, un culte politique, qui arrivent et qui n'ont pas la bonne maîtrise des dossiers, mais qui finalement se retrouvent face à un casse-tête. Parce qu'en face, la situation est beaucoup plus complexe que ce qu'il envisageait. Donc, cette situation est orchestrée par les États-Unis. Et les États-Unis qui tiennent également ce pays-là, le Kenya, ne peuvent pas leur donner les clés de résolution du conflit parce qu'il y va aussi de la survie économique des États-Unis. Vous savez que les matières premières les plus importantes qui vont dans la course technologique viennent de RDC. Oui. Et si les États-Unis se permettent d'acheter ces matières premières, on voit aujourd'hui que depuis un moment, les Occidentaux qui ont quand même réussi à nous ouvrir les yeux parce qu'avec les sanctions contre la Russie, tout le monde se rend compte que ces gens ne sont pas capables de faire du commerce équitable. S'il n'y a pas de matières premières bon marché, leur économie s'effondre. On voit bien que quand il faut acheter maintenant à juste prix, ils sont incapables, ils n'ont pas assez d'argent pour le faire. Donc, si les États-Unis se retrouvent dans une situation où il faut acheter à juste prix les matières premières qui leur permettent de rester compétitifs au plan économique, eh bien, au plan technologique et économique, eh bien, ça risque de devenir un casse-tête à leur niveau. Donc, ne se permettant pas une telle hypothèse, ou bien n'autorisant même pas une telle idée, ils ne vont jamais donner les clés de résolution. Donc finalement, les pays qui sont autour justement de la République démocratique du Congo sont un danger pour ce pays? Tout à fait, tout à fait. Le Burundi, le Rwanda, le Kenya? Non, pas le Burundi. Le Burundi a refusé d'intervenir sur le sol congolais. Le Burundi a les moyens. Le Burundi peut faire pression sur le Rwanda. Contrairement à ce qu'on... Le Burundi aussi n'est pas aussi grand, 27 834 km². Oui, mais le Burundi a les moyens. Le Burundi a une vieille expérience de guerre avec le Rwanda. Vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu ces affaires de Tutsi, il y avait un moment les forces rwandaises qui voulaient pénétrer sur le territoire burundais. À la fin de la guerre rwandaise, c'est les troupes burundaises qui ont quitté le territoire rwandais. Parce que les Burundais, ils sont bien plus féroces, bien plus coriaces que les Rwandais. Donc les Burundais qui ont l'expérience de guerre
Ils ont été sollicités sous Tshisekedi, mais ils n'ont pas voulu intervenir parce qu'ils estiment que c'est un problème purement états-unien et que les États-Unis doivent résoudre leur casse-tête. Donc, il y a d'autres pays comme l'Ouganda. L'Ouganda, il y a un rapport des Nations Unies qui a prouvé que les généraux ougandais s'enrichissent énormément quand il y a des guerres au niveau de RDC parce qu'eux, ils sont les champions de l'exploitation illicite des mines d'or, tout dans la zone de Butembo, Bunangana, tout ça. Pour sortir justement de cette édition de Parole au panafricanisme en quelques secondes, on va donc dire finalement que les États-Unis, pour ne pas dire l'Occident, vivent de la brouille entre Kigali et Kinshasa. Tout à fait. Tant qu'il y a une brouille là-bas, ça les arrange. Ce qui est le scénario le moins envisageable pour eux, ce serait que les relations se pacifient. C'est d'ailleurs pourquoi ils entretiennent cette situation floue. Les États-Unis vont vous dire, aujourd'hui, ils reconnaissent, parce que jusqu'à présent, jusqu'à cette année, ils n'avaient jamais reconnu. Mais il a fallu que les panafricanistes établissent des liens clairs entre la CIA et tout ce qui se fait pour qu'eux-mêmes reconnaissent que le Rwanda est derrière le M23. Les multinationales pillent carrément la RD Congo, au su et au vu de tout le monde, sans que l'autorité centrale ne soit au courant, ou alors ne fasse quelque chose. Énormément. Et ce qui leur fait peur, c'est parce que les Chinois, ces derniers temps à l'Est, avec Kabila, avaient acheté beaucoup de mines. Beaucoup de mines. Et puisque les mines, leur exploitation dans les règles de l'art, les investissements coûtaient énormément cher. On parlait de plus de près de 200 millions de dollars pour rendre exploitables, par exemple, les mines d'or. Ils ont préféré que les Chinois les prennent. Parce qu'ils se disaient, oh, ben, ça sera tellement compliqué qu'ils vont se faire. Les Chinois ont investi plus d'1 milliard de dollars dans l'Est de la RDC pour commencer à exploiter certaines richesses. Et les Chinois qui ont occupé, ils ont peur aujourd'hui que les Chinois leur ravissent la vedette. Et d'ailleurs, tout le scandale qui a fait partir Kabila était très lié à la Sonamine et à certaines banques. D'ailleurs, une banque camerounaise en a pâti parce que cette banque avait été beaucoup utilisée dans le cadre de l'achat de ces sociétés minières. Donc, et quand vous voyez même ce juif qui a été inquiété, c'est quelqu'un, à la fin, quand vous regardez, quand vous analysez bien la situation, c'est certainement lui qui a facilité la fuite d'informations. Parce que le secteur minier congolais, c'est le nerf de la guerre actuellement dans cette crise. Et les États-Unis ne veulent pas que cette zone retrouve la paix. Il faut donc que les Congolais travaillent davantage à ce qu'un dirigeant nationaliste, un peu comme l'a été, il n'était pas le meilleur des dirigeants, oui. Mais Kabila, à ce niveau, on ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas essayé de résoudre ce problème. Il avait adressé avec les meilleurs arguments, il avait sollicité des financements chinois, il a sollicité l'expertise militaire russe, il a eu ces éléments-là. Les États-Unis ont tremblé, ils se sont dit, ce gars, il peut nous faire un bébé dans le dos, il faut vite le faire partir. Et ils se sont mis en contribution, les Français, qui ont utilisé les Lumumba Papers. On a pris un des petits-fils de Lumumba qu'on a utilisé dans cette affaire. C'est regrettable. Nous croyons que c'est peut-être ce qui nous a donné cette humiliation cette année avec le retour de ce qu'on appelle les restes de Lumumba. C'est tout un mensonge, c'est même pas ses restes. Donc c'est tout ça qui a créé encore, qui a créé cette situation chaotique que nous vivons. Il y a eu beaucoup de trahisons de la part d'autres Africains qui n'ont pas joué franc jeu. Et il faut le retour de quelqu'un qui a la volonté de véritablement résoudre cette situation. La résolution de cette crise est militaire, d'abord. Elle est d'abord militaire. Il faut une offensive comme celle qu'avait menée le président Kabila, Joseph Désiré. Il faut une offensive de cette dimension qui va remettre le M23 hors des frontières congolaises. Il faut une dynamique populaire importante pour couper les liens avec beaucoup d'entreprises qui sont venues piller la RDC et beaucoup de partenaires qui ne jouent pas franc jeu avec la RDC. Vous avez vu comment ils ont détruit la Sonamine de la RDC et ils ont mis en contribution France 24, RFI, tous les médias mensonges d'Occident. Ils ont détruit la Sonamine qui était un instrument, un levier de financement et de développement de RDC. Il faut un dirigeant qui va remettre ce genre de structure sur pied. Secteur minier congolais, c'est l'avenir du Congo. Et il n'y a pas que ça. Ils ont les terres arables, ils sont les champions d'Afrique en terres arables. Ils ont beaucoup d'autres domaines qui rapportent, qui pourraient faire du Congo l'Eldorado africain. Le Congo, c'est Foucault qui le disait, celui qui tient le Congo tient l'Afrique.
si un panafricaniste, si les panafricanistes reprennent le contrôle du Congo, eh bien, nous aurons le contrôle de toute l'Afrique. Merci à vous, Jonathan Batengue, d'avoir été des nôtres ce matin. C'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Bonne journée à toutes et à tous.